Bonjour, aujourd'hui pour l'heure des sages, je me suis déplacé jusqu'à Bruxelles pour aller voir Pierre Duret. Pierre Duret est un spécialiste en arts martiaux. Il a créé la biodynamique sensorielle et pendant toute l'émission, il va nous parler de la philosophie des arts martiaux. Avez-vous remarqué que nous avons cette impression qu'une pizza sera mieux cuisinée par un Italien ? Nous aurons aussi cette impression que les nems seront mieux cuisinés si c'est un Vietnamien, si la bière sera meilleure si c'est un Belge qui nous la propose. Avez-vous aussi remarqué que nous avons plus confiance si nous allons voir un acupuncteur et que cet homme est asiatique ? Avez-vous aussi remarqué que pour les arts martiaux, nous préférerions voir un asiatique pratiquer cet art martial ou nous enseigner ? Pierre Duret est belge, il n'est pas asiatique. Et pourtant, il a une connaissance exceptionnelle des arts martiaux. Ses élèves sont d'ailleurs des professeurs qui ont des danes très élevés, des 7e danes, dans toutes les pratiques martiales. Ils viennent le voir pour apprendre encore de Pierre. Pourtant, il n'est pas connu. Il n'a pas cette apparence que l'Européen aimerait voir d'un maître en art martial. Alors, je vous propose de l'écouter. C'est une émission très intéressante. Et il va nous apprendre énormément de choses. Bonne écoute! Eh bien, je vais parler des arts martiaux dits traditionnels, plus dans l'aspect sportif. La première chose qu'on apprend à faire, c'est à s'asseoir. Et la dernière chose qu'on apprend à faire quand on arrive au niveau de maîtrise, c'est à s'asseoir. Et on se rend compte que c'est ça l'essentiel. Si tu ne sais pas t'asseoir, tu ne peux pas pratiquer les arts martiaux. Parce que tout est là. Si tu t'assieds correctement, tu es centré physiquement dans ton centre de gravité, mais tu es centré aussi spirituellement. Tu as ta verticalité et tu as l'ouverture sur le monde. Tu es capable de recevoir et de donner réponse à ce que tu reçois. Est-ce que c'est le zazen ? Voilà, ça commence là. Le zazen, on en reste là, on reste au zazen. Dans l'art martial, on va partir du zazen et on va explorer toutes les expressions du zazen en fait. Donc à travers le mouvement, c'est toujours se référer à cette assise, mais à travers tous les aspects du mouvement, dynamique, rapide, lourd, léger, etc. Une fois qu'on a fait le tour du monde des mouvements, et on revient au centre, c'est-à-dire à l'assise, qu'on n'a jamais quitté en fait. Et donc ça c'est vécu au niveau physique, mais au niveau intérieur, on se rend compte que c'est bien ce qui se passe aussi, c'est que on est, je veux dire, quelque chose, on est ce qu'on veut, une présence, esprit, et on va vivre mille et une pensées, mille et une émotions, on va se perdre dans les événements, dans les relations, et puis on va perdre un petit peu son dynamisme avec l'âge, un peu ses illusions, on va laisser tomber les choses, et à force de laisser tomber, ça devient une pratique en fait, de laisser tomber l'inutile, et on en revient à son propre centre, à ce que l'on a toujours été, mais qu'on a oublié. Et l'art martial permet ça aussi, avec un support physique, permet ce voyage autour de soi, et pour revenir en fait au cœur de soi-même. Est-ce que c'est pas un paradoxe justement ? Peut-être pour les occidentaux, je ne sais pas pour les orientaux, mais est-ce que c'est pas un paradoxe de se dire le début du voyage c'est l'assise, la fin c'est l'assise, il n'y a pas d'autre chose à faire apparemment, et en même temps dans l'assise alors qu'on est immobile, tout est dans le mouvement. Voilà, donc c'est l'immobilité dans le mouvement. C'est-à-dire ne plus se perdre, ne plus s'identifier aux choses. Au premier abord, quand le maître vous apprend à vous asseoir, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, c'est douloureux, que ce soit une assise type zazen, donc sur les genoux, mais que ce soit tout simplement une assise sur un siège ou une assise s'asseoir dans son bassin alors qu'on est debout. C'est très inconfort. Il y a un inconfort très important, parce qu'on a mal, on a des déséquilibres, des tensions, des émotions qui émergent, qui étaient enfuies. C'est d'avoir un référentiel. C'est la perception juste de soi-même, qui va se construire, qui va se découvrir à travers d'abord la position statique.
Donc on sent les pieds au sol, le bassin, le relâchement du ventre, tenue de tête, le regard, l'intention. Et puis on va transposer ça dans le mouvement. Donc garder toutes ces qualités dans le mouvement. Donc c'est un peu, voilà, je démarre ma vie et puis je suis petit, je vais commencer à ramper, marcher, enfin le quatre pattes, puis marcher. Et puis tous les événements de la vie font que parfois on se perd, on s'oublie, on est dans le stress, le train-train de la vie de tous les jours. Et il faut parfois une crise pour justement, là on n'est plus assis, on est carrément couché parfois avec le burn-out où voilà, on se retrouve dans l'impératif de s'arrêter. Mais on ne s'arrête pas en fait, on laisse exprimer la vie, l'élan de vie. Et c'est la chose qu'on a du mal à percevoir au début. On se dit, ah, c'est une contrainte, je dois me forcer à rester assis, à garder ces qualités d'assise. Et donc on se fait douleur en fait, ce qui n'est pas nécessaire. Mais voilà, on ne peut pas s'en empêcher parce qu'il y a cette confrontation entre sa volonté propre et son incapacité à laisser tout simplement s'exprimer la vie. Respirer naturellement, etc. Et petit à petit, à force d'abord de découvrir ses propres tensions, ses propres perditions, on va lâcher des choses et on va revenir à tout simplement, mais à être tout simple, quoi. C'est goûter avec intensité, respirer avec intensité, échanger avec intensité, naturelle. C'est d'ailleurs parfois très impressionnant de voir les vieux maîtres ou les vieux musiciens. Les gens qui ont vraiment du métier, un violoniste un peu âgé, ça, il bouge presque pas. Il y a un son qui résonne à travers son corps parce qu'il se laisse traverser par le son, ou par le chant, ou par le sabre, le mouvement du sabre. Mais ça ne demande plus aucune contrainte. C'est vraiment la vie qui s'exprime à travers ce qui est là, tout simplement. Donc ton approche de l'art martial, toi, c'est plus une approche interne, c'est plus une approche d'aller chercher qui tu es à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce que tu penses justement de ces championnats du monde de karaté ou d'autres arts martiaux? Oui, là on est dans le sport. On est dans la performance. Dans le sport, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment compétition et l'aspect entretien de soi, le bien-être. Mais ça reste du fonctionnement musculaire et de l'intention propre, une volonté propre. Mais C'est une partie superficielle pour toi de l'art martial. oui, c'est un petit aspect. C'est un tout petit aspect. Et se focaliser uniquement là-dessus, c'est vraiment rater tout le reste. Le reste, c'est beaucoup plus vaste parce que c'est vraiment une étude de l'homme et une étude de l'homme dans l'univers, sa relation à l'univers. Donc c'est la première relation à l'univers, c'est accepter de se soumettre à cette force, la force de pesanteur. Souvent, on est dans des positions physiques et dans une dynamique musculaire, un peu comme les danseurs de danse classique qui vont à l'encontre de cette force. Donc, on se fait très très mal en fait tout seul. Et au lieu d'aller avec l'événement, qui est que cette force de pesanteur fait qu'on peut vraiment y trouver ses racines. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre son envol. On peut être très dynamique, très léger dans le mouvement physique, mais dans le mouvement interne aussi. À partir du moment où on a profondément enfoncé ses racines dans la terre nourricière. Et bon, l'aspect sportif, voilà, ça correspond souvent à un âge aussi. Voilà, c'est l'adolescence ou jeune adulte. On a besoin de se défouler. Et ça correspond à un mécanisme, une façon de fonctionner au niveau psychologique. Et je vois, j'ai eu des élèves jeunes qui comprenaient intellectuellement ce que je leur proposais, mais qui étaient incapables de le reproduire dans leur corps. Parce qu'il y a la testostérone qui est là, et à 20 ans, on a un beau mâle reproducteur. Voilà, et voilà, l'idée c'est de séduire la femelle pour faire des petits, et de montrer qu'on est le plus fort voilà, dans le groupe. Et les gens qui commencent à s'intéresser à ma démarche sont souvent des pères de famille qui sont divorcés, qui ont perdu un boulot, qui ont été malades, ou qui ont fait le tour des arts martiaux, qui ont des désillusions, et qui ont été obligés de lâcher des choses, mais qui n'ont pas pu découvrir cet élan vital qui était là. Donc ils ont été dans la démarche, ok, je lâche quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a? Souvent, c'est là que une porte s'ouvre pour le travail que je propose. Mais c'est intéressant parce que tu nous parles de l'assise au début de l'entretien et en même temps tu nous parles du mouvement.
paradoxe. Ensuite, là, tu viens de nous parler d'apesanteur. Et en même temps, l'apesanteur permet de nous envoler. Donc encore paradoxe. Et puis tu dis, maintenant, il y a aussi les gens qui viennent me voir, ils sont en dépression, ou ils ont un certain âge, ils sont peut-être en crise, et ils viennent pour pouvoir se libérer. Est-ce que, à travers la pratique des arts martiaux, c'est accepter la vie dans son ensemble et pas simplement se dire, tiens, la vie elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle est bien, et pas autrement. Et qu'au contraire, la vie dit, mais si tu veux vraiment pratiquer l'art martial, il faut que tu passes par la crise, il faut que tu passes par la pesanteur, pour mieux t'envoler, il faut que tu passes par l'assise pour mieux connaître le mouvement. En fait, c'est accepter le tout, c'est le tout l'art martial, c'est ça. Voilà, accepter le tout et surtout accepter la nature humaine qui est paradoxale. À savoir qu'on est chair, lourd, à un certain moment on sera en putréfaction, et pourtant il y a cette petite étincelle lumineuse qui est là, au centre du cœur, qui est immortelle, c'est vraiment ce paradoxe, accepter ce paradoxe. Et c'est aussi pouvoir accepter des limites pour pouvoir les dépasser. Et c'est un peu la démarche des alchimistes. Si tu veux dépasser les lois de la nature, il faut d'abord y obéir. Il faut d'abord respecter scrupuleusement ces lois de la nature. Et donc si tu veux avoir une capacité explosive, par exemple au niveau du corps, il y a des règles très strictes à respecter. Les alignements du squelette, des relâchements musculaires, etc. Mais ce qui commande tout ça, c'est bien notre intention, ce que nous vivons dans la tête et peut-être ce qu'il y a derrière aussi, la conscience qui est derrière. Donc, à un certain moment, ce paradoxe apparaît. C'est que tu as travaillé pendant des années ton corps, et en fait, tu te rends compte que c'est bien la conscience qui découvre la conscience d'elle-même. C'est un sacré paradoxe, ça, quand même. Ce sont les deux pôles qui, en fait, ne sont pas... Il n'y a pas deux pôles, il y a un tout. Mais voilà, c'est la première prise de conscience qu'on fait, là, vraiment très importante, en disant, mais vous voyez, voilà, il y a les deux polarités, et en fait, je croyais en travailler une, et en fait, j'ai tout travaillé. C'est aussi ça, l'assise. C'est vraiment être dans le mouvement le plus total que tu puisses produire. Parce que dans une assise, tu n'es pas passif. C'est le mouvement le plus actif que tu puisses produire avec ton corps et ton mental. C'est-à-dire que tu pousses dans les 6 directions. Avant, arrière, gauche, droite, haut, bas. Donc tu bouges dans 6 directions en même temps. Donc c'est le mouvement total. Ce que tu vois de l'extérieur, c'est tiens, il ne bouge pas, il est fixe. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Là, tu es dans la globalité. Et là, tu entres dans la non-dualité, justement, et dans cette capacité à être au-delà des oppositions. Quels sont tous les arts martiaux que tu connais, Pierre? Alors, maintenant, tu vas nous faire la liste, parce que Pierre est un expert en arts martiaux. Et ce qu'il me disait tout à l'heure, alors que nous mangions tous les deux, c'est que même des professeurs émérites en arts martiaux viennent le voir et quand ils ressortent de chez toi, ils se sentent quoi, petits, un peu déboussolés. Enfin, tu leur montres qu'ils ont peut-être pas, ils sont pas allés jusqu'au bout de leur propre art. Voilà, souvent, on se rassure en travaillant sur un aspect, et on oublie les autres parties, que justement, par cette vision globale, je ramène les gens justement à aller dans les 6 directions en même temps. Et ça, c'est très confrontant. C'est très percutant parce qu'on est obligé de lâcher quelque chose. Notamment, ça peut être une position de professeur, ça peut être une position physique ou un schéma mental qui est rassurant, mais qui est parfois aveuglant, ou voilà, sont des rails sur lesquels on reste et qui ne mènent pas forcément là où on voudrait aller en tout cas. Alors au niveau des arts martiaux que j'ai pratiqué bon, voilà, le judo, l'aïkido, un petit peu de karaté quand j'étais adolescent, et je me suis entraîné avec les boxeurs professionnels, semi-professionnels, surtout pour la condition physique, parce que j'étais un jeune loup, donc j'avais besoin de me dépenser. Et puis je suis parti au Japon étudier avec les vrais ninjas, donc, qui sont maintenant très connus, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était fin des années 80. Et donc j'étais le premier Belge à étudier là-bas. Voilà, ça a été une découverte absolue parce que justement, il n'y avait pas l'aspect sportif, mais l'aspect survie, donc gestion de son énergie, faire avec le peu qu'on a comme force et comme moyen. Donc là, c'était assez révolutionnaire.
là, j'ai pratiqué plusieurs années, que ce soit au Japon ou en Europe. Et puis j'ai rencontré un professeur ici en Europe qui était héritier d'une école qui s'appelle Hakoryu, qui est une école voisine de l'aïkido, mais qui a développé tout un aspect santé, tout un travail de shiatsu, travail sur le manipulation des os, etc. C'était très intéressant aussi parce que ça montrait, on allait un peu plus profondément encore dans l'étude du corps et de l'aspect énergétique. J'ai pratiqué les arts martiaux chinois, j'ai pratiqué 3 écoles de Wing Chun. Le Wing Chun, c'est un style de Kung Fu qui a été mis en avant par le fameux Bruce Lee, et qui a été créé par une femme. Tiens, juste puisque tu parles de Bruce Lee, qu'est-ce que c'est un mythe pour les cinéphiles et puis surtout c'est le type qui représente le karaté. Qu'est-ce que t'en penses toi juste? Voilà, mais Bruce Lee, bon, c'est un athlète superbe, là il n'y a rien à dire. Pour moi c'est un acteur médiocre, vraiment pas un bon acteur, mais un athlète absolument exceptionnel. Et par contre, je trouve qu'il n'a pas assez présenté son travail personnel. Et il a été plus dans le show, l'aspect show pour le cinéma. Donc c'est un peu à la façon chinoise, un peu surjoué. Ça, c'était un petit peu dommage parce que son travail de recherche était très intéressant. Et ça a été un petit peu mis en retrait par rapport à son aspect d'acteur. Mais bon, ça reste le point de référence pour tout le monde. Voilà, Bruce Lee, ce sont des films à voir et des livres. Il a écrit des livres vraiment son premier livre sur l'étude de sa méthode, le Jeet Kune Do, qui vraiment en vaut la peine, quoi. Vraiment, c'est une étude des principes des arts martiaux, et ce qui a été ma démarche aussi. Et il ne s'est pas attaché à l'art martial proprement dit, mais lui était vraiment centré sur l'aspect efficacité martiale. C'est ça d'abord, il y avait de la philosophie derrière, mais c'est vraiment l'efficacité martiale. Mais pour toi, c'est un maître en art martial? Non, non, pour moi pas du tout. C'est pas ce que tu appelles un maître. Non, 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 non. Non, lui, il était voilà, un bel athlète, ça c'est indéniable. Ok, donc alors tu as Voilà. appris sa méthode. Donc le Wing Chun, ce qui est intéressant dans le Wing Chun, c'est un style de Kung Fu qui a été créé par une femme, ce qui est assez exceptionnel dans le milieu des arts martiaux. Et puis j'ai étudié un art martial qui s'appelle Shinyeba Guazhang, qui est une synthèse de 2 arts martiaux dits internes. Donc dans les arts martiaux chinois, il y a 2 grandes familles. Les arts martiaux externes, plutôt type Shaolin, durs, où on travaille beaucoup les muscles, etc. Et l'aspect plus interne, comme le Tai Chi Chuan. Et puis j'ai étudié un style de Tai Chi qui s'appelle Tai Chi style Sun, avec un ami expert. Lors d'échanges, il m'a enseigné ça. Et puis j'ai fait une grosse étude des vieux manuels d'arts martiaux occidentaux, et plus spécifiquement l'aspect des techniques à main nue et les techniques avec dague, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait vraiment un niveau exceptionnel chez nous au niveau des arts martiaux. Alors ça m'intéresse, parce que pour nous, les arts martiaux, ça vient de Chine, ça vient du Japon, hein. Tu parlais de la méthode Shaolin, mais c'est vrai qu'il y avait une série télévisée avec Petit Scarabée que j'adorais. Mais là, tu nous parles d'art martial moyenâgeux en France. En France, en Belgique, hein, en Europe. Ah, ça, c'est... raconte-nous. Voilà. Ça, c'est assez ignoré parce que bon, ça s'est éteint assez vite, malheureusement, au XVIIe siècle. Il y a eu des aspects un peu plus d'escrime de salon et un aspect sportif qui s'est développé, plus avec la lutte. Aujourd'hui, toujours la lutte bretonne, la lutte suisse, boxe française, la canne. Bon, au Portugal, il y a le bâton portugais. Aux îles Canaries, il y a le bâton aussi. Donc il y a des choses, il y a des arts martiaux qui sont restés aussi au niveau de l'Irlande, de l'Angleterre, le bâton long. Donc il y a des aspects qui sont encore restés, mais bon, ou bien ça a été reconstruit. Il y a des gens qui font des recherches à partir des vieux ouvrages et qui ont reconstruit des choses, ou ça a été très confidentiel, de famille en famille, voilà. Mais chez nous, il y avait un niveau vraiment exceptionnel quand on étudie les vieux manuels. C'était largement la valeur, ça valait vraiment ce qu'on fait en Asie, quoi. Ça, c'est incroyable, parce que jamais j'ai entendu parler d'un art martial moyenâgeux. Si. Donc ça a commencé, on a déjà des traces chez les Celtes, chez les Grecs, où on connaît leur technique d'utilisation, mais les gladiateurs, il y avait des techniques
vraiment codifié. Chaque gladiateur, chaque sorte de gladiateur avait son arme, son bouclier, son armure. Mais ça, c'est un art martial, ça? Ah oui, Ah oui, oui. parce que là, la philosophie du gladiateur, c'était je sauve ma peau. Donc il y avait cet aspect-là, mais les gladiateurs étaient des professionnels. Et donc il y a tout un aspect philosophique derrière. Et puis il y a tous les guerriers qui étaient derrière, qui développaient notamment des techniques de transe chamanique, comme chez les Nordiques, où ils pratiquaient ce qu'ils appellent la magie guerrière. Mais tu es en train de nous dire que les gladiateurs étaient aussi un peu chamans? Peut-être pas les gladiateurs, mais en tout cas, il y a eu d'autres pratiques dont je parlais là chez les Nordiques où clairement ils faisaient ce qu'on faisait au Tibet, c'est-à-dire qu'ils faisaient des pratiques de fonte de la neige par la chaleur du corps, ils pratiquaient avec des armes à main nue. On sait, si vous lisez les aventures de Sir Fidelma, qui sont des aventures d'une nonne en Irlande du 7e siècle. Ce sont des romans qui ont été écrits par un historien, donc ils se réfèrent à des choses vraies. Les histoires sont inventées, mais les personnages et le contexte est vrai. Il parle plusieurs fois d'un art martial que les moines pratiquaient. C'est un art martial type jujutsu, où on neutralisait l'adversaire en le déséquilibrant et en lui faisant des clés de bras, etc. Et c'était autant pratiqué par les hommes que par les femmes. Le plus vieux manuel qu'on ait aujourd'hui entre nos mains, c'est un manuel qui est classé son nom c'est le I-33. Et on voit des photos d'une nonne qui enseigne l'art de l'épée à un moignon. Photo des dessins, tu veux dire? Oui, oui, je veux dire, oui, on voit les photos des dessins, des gravures, oui. Mais, Parce que là, ne nous emmène pas en bateau, là. mais Il faisait des selfies à l'époque. voilà, c'est ça. Mais ce qui est surprenant, quand tu prends les ouvrages, par exemple, du 15e siècle, 16e siècle, ce sont des photos. Le détail est à ce point-là, la gravure occidentale était déjà bien, bien développée, et les positions de main, les positions de doigts, les positions de pieds sont comme des photos, quoi, vraiment. Quand tu prends les vieux manuels de Jujutsu au Japon de la même période, on a des esquisses. Tu vois, on a vraiment le contour du corps, on comprend le sens général du mouvement. Mais il n'y a pas de précision, à part dans le texte. Mais là, sur les gravures occidentales, c'est comme une photo, quoi, vraiment. Donc les Vikings avaient leur art martial, parce Ah que oui. on les présente toujours comme les gros barbares qui viennent, qui sont les grosses brutes et qui viennent et qui détruisent tout, mais apparemment ils auraient développé un art martial. Oui, 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 ils étaient très, très, très sophistiqués au niveau martial. Il y avait trois grands groupes de guerriers. Il y avait le groupe si mon souvenir est bon, il s'appelait les Sangliers. C'est-à-dire que c'était une compagnie en fait qui prenait la forme d'un groin et qui donc attaquait en pointe comme ça pour en fait fendre les positions ennemies. Voilà, et devant se mettait le champion. Et donc le type là, il avait des tripes quoi pour pouvoir y aller vraiment. Et puis il y avait les loups. Les loups, eux, ils combattaient en petite compagnie d'une dizaine d'hommes. Et donc ils faisaient de l'infiltration, c'était des commandos. Et il y avait, si je me souviens bien, c'est ça, et les berserkers qui sont connus, qui eux pratiquaient, eux c'était des chamans. Eux pratiquaient nus, avec la peau d'ours. Ils prenaient des substances comme les champignons. Ils pratiquaient des danses et des rites chamaniques et partaient en guerre en transe. Ils étaient possédés par l'esprit de l'ours. Peut-être à ce moment de l'interview, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier, c'est quelle est la différence entre un art martial et une bagarre oui, quelle est la différence? Qu'est-ce que la définition d'un art martial, c'est quoi en fait? Alors, martial, guerre, et art, recherche de l'harmonie. On va dire. Donc c'est une recherche de la perfection, on va dire. C'est comme ça, la recherche de l'harmonie à travers une pratique guerrière. Ce qui n'a rien à voir avec la technique guerrière. D'ailleurs, en japonais, le mot a évolué. On appelait la technique guerrière bugei ou bujutsu, et c'est devenu budo, la voie guerrière. Et donc là, il y a vraiment une différence, c'est que dans la technique guerrière, on cherche la performance guerrière qui permet de vaincre l'ennemi. L'art martial, lui, c'est vraiment... aujourd'hui, on appellerait ça du développement personnel, je pense.
plus dans cet aspect-là, quoi. Oui, parce qu'entre, par exemple, tu nous parlais des Vikings, des 3 méthodes de Vikings, mais c'était une méthode guerrière afin d'avoir vraiment un objectif et une efficacité. Contrairement à ce que tu nous disais, tu es allé au Japon, tu as été voir des maîtres dans la montagne. Alors on s'imagine, même si tu nous disais que c'était des pères de famille avec une activité sociale, économique, etc., mais on peut s'imaginer le maître un peu ermite dans sa grotte. Et entre ce maître-là qui se retire du monde et le viking, il y a quand même une grosse différence. Et pourtant, les deux, tu dis que ce sont des arts martiaux. Oui, j'aurais plutôt dû dire technique de guerrière, technique de D'accord. guerre, voilà, voilà. Mais attention, l'art martial peut avoir la même efficacité. La finalité n'est pas la même, mais l'efficacité elle reste extrêmement intéressante. Il y a eu quelques arts martiaux qui se sont vraiment édulcorés, qui sont devenus vraiment des méthodes de méditation. Si tu prends par exemple le Kyudo, donc le tir à l'arc japonais, qui vient du Kyujutsu, qui était une méthode de chasse et de guerre. Là maintenant c'est vraiment devenu une méthode euh, méditative qui est inexploitable en combat, c'est plus possible. Mais il y a des techniques martiales actuelles qui sont tout à fait praticables. Et alors ce qu'on a vu aussi là dernièrement, c'est un transfert des techniques guerrières pratiquées par les militaires vers les techniques de self-défense, qui sont extrêmement efficaces, extrêmement dangereuses, mais complètement inappropriées, puisque un civil est quand même soumis à des règles, soumis à la loi, voilà, tu peux pas tuer, tu peux pas... Et le problème, c'est que les techniques qui sont proposées, comme elles sont extraites de techniques pratiquées par les soldats, bah, ça reste très dangereux, c'est un peu exagéré. Et donc, pour en venir à ce que j'ai pratiqué en Russie, avec les gens qui forment les forces spéciales, où eux m'ont montré un aspect vraiment adapté. Voilà, quelqu'un te fonce dessus avec un couteau, ben tu le neutralises, tu lui retires le couteau et tu le mets dans ta poche. Alors avant que tu nous parles un peu plus en détail de ce que tu as appris en Russie, parce que j'aimerais faire un récapitulatif sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire quand même que à la période du Moyen Âge, que ce soit en Orient ou en Occident, apparemment tout le monde avait cette technique d'art martial et que les Japonais chinois n'étaient pas plus avancés que les Européens au niveau des arts martiaux. Et ça c'est incroyable parce que comment se fait-il que, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais que notre société a perdu cette tradition, cette culture, alors que les Japonais, les Chinois, eux, l'ont peut-être même développée. Alors, chez nous, on voit apparaître très tôt les armes à feu. Donc ça vient déjà diminuer le nombre de personnes qui peuvent utiliser un sabre, une lance, etc. Et puis il y a eu des règles très strictes qui ont été mises en avant dans notre société où seulement les nobles pouvaient pratiquer le duel. Et donc là aussi, donc toi et moi, on aurait dû utiliser le couteau qui nous servait à découper le pain, la canne, voilà, mais plus l'épée, plus la hache, voilà. J'avais une théorie et qui a été confirmée par des chercheurs aux Pays-Bas, où on voit disparaître chez nous des techniques type jujutsu. Et au même moment, donc c'est 16e siècle, c'est le moment où les Occidentaux arrivent au Japon, les Portugais, les Hollandais. Et à ce moment-là, on voit apparaître ces techniques au Japon. Donc les techniques notamment qui ont donné le judo viennent de vieilles écoles de jujutsu. Et ces écoles de jujutsu sont apparues au 16e siècle, 16e, 17e siècle. Ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on connaît le fonctionnement du corps, les techniques que nous pratiquions chez nous, type jujutsu, sont faites pour être appliquées sur des membres longs, des membres où il y a des grands leviers. Ça a été adapté, et on voit la capacité à copier et à améliorer des Japonais, parce qu'ils ont ça c'est connu, ils ont un courant qui est typiquement japonais, c'est les arts martiaux dits aiki, aikido, aikijutsu, où là c'est basé sur l'art du sabre et de la lance. Et ce sont des mouvements circulaires, sphériques, et pas avec des effets de levier, comme on rencontre dans le jujutsu. Et parallèlement donc à cette technique aiki sont apparues les techniques dites au départ Yawara, et puis ça s'est transformé en Jujutsu.
Mais c'est très intéressant de voir, c'est le moment où ça commence à disparaître en Occident. Et voilà, ça commence à se développer là en Orient. Au Japon, en tout cas, il y avait déjà des techniques de clés, etc., en Inde notamment, parce que les arts martiaux d'Asie viennent d'Inde. Or, l'Inde, qui dit indo-européen, dit indo-européen, dit européen, c'est la même souche, notamment au niveau des techniques guerrières avec les chevaux et les chars. Quand on voit les techniques dans les vieux manuels, vous prenez les manuels d'arts martiaux, qui a différents courants, italien, espagnol, français, hollandais. On voit par exemple des petits boucliers ronds qui existent toujours tels quels dans le Kalaripayat en Inde. Tels quels. On les prend, on pourrait les graver et les retransposer dans les gravures occidentales. Donc on voit une souche commune, là aussi. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait tout ça est universel et que l'homme a été très inventif dans l'art de tuer, quoi. Mais là, c'est peut-être nouveau pour beaucoup d'auditeurs, le fait que les arts martiaux qu'ils pratiquent, judo, jujitsu, tout ça, etc., viennent peut-être, non pas d'Asie à la base, mais ça vient vraiment de l'Europe. Donc c'est un retour aux sources, hein. Ça, c'est rigolo quand même d'apprendre ça. J'aurais aimé que tu nous parles justement de cet art que tu as appris chez les Russes, parce que je trouve ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Oui. Donc aujourd'hui il est très connu, ça s'appelle le systema. Moi j'ai étudié un courant qui est un peu l'origine du courant qu'on rencontre un peu partout, c'est le Kadoshnikov systema. Et donc c'est un art qui est basé à la fois, c'est un art de survie, donc il le considère comme un art de survie, pas vraiment comme un art martial. Donc gestion de l'énergie, vraiment de pouvoir observer son souffle, s'observer psychologiquement, c'est destiné à être pratiqué en situation vraiment de danger extrême. Et la technique, il n'y a pas vraiment de technique à proprement parler, mais c'est la biomécanique appliquée au corps humain et à la technique martiale. Et donc on ne va pas dire voilà telle technique s'appelle comme ça. Non, on va d'abord étudier le fonctionnement du corps humain. Une articulation, c'est quoi il y a 3 types de leviers. Quels sont-ils? Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10, il y en a 3. Et là, il y a tout un aspect qui était très intéressant et bien expliqué avec le concept occidental. Et qui, c'est un principe, le principe de vitesse relative zéro, qu'on rencontre, je vais expliquer, hein. Mais voilà, c'est un terme que j'utilise beaucoup, vitesse relative zéro, qui est très développé dans le poussé des mains, exercice d'éveil de la sensibilité des avant-bras dans le Tai Chi Chuan, mais qui est expliqué dans le Tai Chi Chuan avec tout un vocabulaire oriental du dragon qui vole au-dessus des nuages, etc. Et ici, c'est vraiment expliqué scientifiquement, avec un vocabulaire occidental. Et donc la vitesse relative zéro, c'est la vitesse que nous avons lorsque nous sommes assis dans un train par rapport au train. Nous avançons à la même vitesse que le train. Donc notre vitesse par rapport au train, relative au train, est à 0 km/h. Donc pour nous, le train est inoffensif. Là, j'ai appris à capturer la force de l'adversaire. Par exemple, sur un coup de poing, le coup de poing dessine un vecteur de force qui a une intensité, une direction, une vitesse. Et donc, si j'arrive à monter dans la force du partenaire, il devient inoffensif pour moi. Et mieux encore, je peux ensuite, moi, prendre possession de cette force et la diriger comme bon me semble. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est-à-dire que le gars te donne un coup de poing, et ce point, si on prend l'image, c'est comme le train, tu rentres dans le train, tu rentres dans le coup de poing, et donc tu ne peux plus être atteint par ce coup de poing. Voilà. Et donc là, ça permet d'effacer l'aspect duel, l'aspect de dualité, je me bats contre toi, mais on entre en harmonie avec l'autre, un peu comme des engrenages qui fournissent un travail, qui rentrent parfaitement l'un dans l'autre, et on entre en communion avec l'autre, et on est vraiment un avec l'autre. Là, je trouve que c'est un premier pas vers le niveau supérieur dans les arts martiaux, qui est cet aspect de revenir à l'assise et de cette relation microcosme-macrocosme, et qui est vécue d'abord à un niveau personnel, on va dire, corps à corps, mais qui très vite s'élargit et permet vraiment après de travailler, par exemple,
J'ai fait travailler des mouvements sur... Voilà, on est dans une pièce, et là d'un côté tu as le soleil qui vient se poser sur ma peau, et de l'autre côté c'est l'ombre. Donc le soleil il est chaud, il est chaleureux, il m'accueille, donc ça me donne envie de ce côté-là d'ouvrir mon corps. Et de l'autre côté non, c'est froid, c'est sombre, de le fermer. Et donc ça va engendrer un déséquilibre dans mon corps, et un mouvement. Et tout le travail ensuite, après le travail de pousser des mains, ça va être de travailler sur des choses aussi subtiles. D'accepter, ben voilà, tiens, il y a un peu de vent, un peu d'air frais, j'accepte d'aller dans ce mouvement de l'air. Et donc là, on est vraiment dans l'ouverture, dans l'acceptation, et on n'est plus dans j'impose ma volonté personnelle. On est vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute de ce qui se passe autour. Mais je dirais la finalité, c'est d'arriver à ne plus utiliser l'art martial. Une fois qu'on arrête, on lâche vraiment. Et là, on se trouve vraiment. Tant qu'on pratique, après on peut pratiquer pour enseigner, pour s'entretenir, ou pour entretenir la perception de soi, le travail sur soi, mais je dirais le vrai lâcher, c'est j'arrête. Je reviens m'asseoir. Je vais m'asseoir, mais je vais m'asseoir maintenant en vivant. Parce qu'au départ, j'ai commencé en m'asseyant, mais sans vivre dans la discipline rude, imposée. Là, je vais m'asseoir, mais je vais m'asseoir pour boire un café, pour discuter, voilà, pour lire, voilà, pour juste écouter, juste être là, profiter de l'instant. Et je pense que là est le secret ultime de l'art martial. Est-ce que tu en es arrivé là? Euh, je pense, oui, je pense. Je pense que je touche en tout cas à ça, comme disaient mes professeurs, je touche le bout de la queue du tigre. Tout doucement, on y arrive. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pratique l'entretien physique, on va dire, pour rester en bonne santé, quasi tous les jours. Mais par contre, vraiment l'application martiale, pratiquement plus jamais. Je la pratique avec mes élèves quand j'enseigne, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas, y a plus ce besoin parce qu'une fois que tu as appris à marcher, ben, tu sais marcher, point, c'est tout. Donc une fois que tu as retrouvé ta dynamique de vie, tu t'es identifié, ben, tu es, tout simplement, voilà, tu te acceptes de vivre les choses au quotidien, quoi. Voilà, c'est ça un peu la grande leçon que j'ai retirée, notamment du Japon, avec le maître que j'avais rencontré, et qui m'a dit, si tu veux devenir un grand expert en arts martiaux, tu dois être un être humain complet. Et donc ça veut dire que l'art martial, il n'occupe qu'une toute petite partie, en fait. Il y a tout le reste. Le problème, c'est que l'être humain a besoin de s'identifier. Il va pratiquer l'art martial, mais c'est 20 heures par jour, quoi. Il va voilà, avoir un régime alimentaire uniquement celui-là. Et puis il va lire cet auteur uniquement celui-là. Et puis voilà. Et en fin de compte, on passe à côté de plein de choses et on n'arrive pas à lier tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui lie tout ça, qui est derrière tout ça. C'est une respiration, c'est une présence, c'est une attention, une perception. Voilà, je pense que là, elle se crée des arts martiaux, et quand on voit les vieux maîtres, ils fument une cigarette et ils jouent au go. Voilà, ils boivent leur petit thé, ils rigolent, ils écoutent les oiseaux chanter, et on se dit, mais quand est-ce qu'ils pratiquent? Mais ils pratiquent, là. Ils pratiquent. C'est ça, la pratique. Mais c'est un peu comme sculpter. Au début, mais on va enlever beaucoup de matière, et puis un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, et puis on arrive à quelque chose de poli et et je trouve que j'aime bien faire le parallèle, notamment, peu importe si on aime ou pas, mais c'est la démarche de Malevich dans l'art, le carré blanc sur fond blanc. Donc c'est absurde au niveau peinture, mais dans sa démarche, quand on comprend sa démarche intellectuelle qui était d'arriver à l'ultime secret de la peinture, la phase suivante,
ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté la peinture. Il s'est mis à la photographie pour explorer autre chose, un autre aspect. Et je trouve ça, voilà, ça c'est l'ultime secret des arts martiaux. C'est de pouvoir ne plus pratiquer l'art martial. Est-ce que le combattant ultime en art martial, c'est ça, c'est qu'il s'assoit, comme tu dis, et il ne combat plus, parce que son adversaire, si adversaire il y a, se dit mais lui, je pourrais jamais l'atteindre. Voilà. Donc quand tu vois les vieux maîtres, il n'y a plus de combat parce qu'il n'y a plus d'adversaire. Et quand tu arrives, tu t'assieds à côté d'eux, tu es apaisé, tu es lumineux. Il y a quelque chose qui est tranquillisant et qui est en même temps très puissant. Et le maître peut être le dragon au début, très confrontant, il peut sembler très agressif, mais en fait il ne fait jamais que renvoyer ce que tu lui donnes. Et puis à un certain moment, il est vraiment le papy. Le papy qui est là, le père, plus un père, et puis qui devient un ami. Et il y a un partage. Et je pense qu'il y a aussi une grosse part de l'élève, qui est que, comme il s'est dépouillé, il y a une reconnaissance, l'amour, on pourrait dire presque. Ouais. Oui, on pourrait dire ça, l'amour, une lumière qui est là. Et c'est assez spectaculaire, c'est un peu ce qu'on peut rencontrer auprès des grands maîtres yogis, cet état de totalité, voilà, qu'on a, et on rencontre ça, effectivement. Alors maintenant, on a parlé des arts martiaux. Est-ce que tu pourrais nous présenter maintenant à nouveau la biodynamique sensorielle à partir de tout ton parcours? Donc tu as vécu plein de choses, hein, tu as fait plein de voyages, tu as été voir plein de traditions, tu es un expert en arts martiaux, ça on vient de le voir. Maintenant tu en as fait toi la biodynamique sensorielle. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Oui. Mais voilà, donc 3 chapitres dans ce que je vous propose. Il y a 3 chapitres. Un travail sur la posture. Un travail sur ce que j'appelle le mouvement, voilà, le mouvement exploratoire, qui permet de vraiment éveiller le côté sensoriel. D'aller, parce qu'au niveau physique, ne fût-ce qu'au niveau physique, on a des tas de capteurs qui sont dans les articulations, dans les muscles, au niveau de la peau. Donc c'est important de les réveiller et de les dynamiser, parce qu'avec notre vie moderne, on est constamment assis et on réduit nos mouvements. À un certain moment, il faut aller voilà, dynamiser tout ça. Et un troisième aspect, donc l'aspect vraiment martial, où là aussi il y a deux chapitres. L'aspect, je veux dire, pousser des mains, l'aspect relationnel à l'autre, et l'aspect application martiale proprement dit, mais qui peut aussi être vécu juste comme une exploration de soi, pas forcément en self-défense, quoi. Et donc il y a un gros chapitre sur le travail de la posture, parce que c'est vraiment, comme je disais, le point de départ et le point d'arrivée, mais aussi parce que la posture permet de rencontrer un aspect essentiel dans le corps. Un point essentiel dans le corps humain, c'est le centre de gravité, qui est un point magique. Il est tellement magique que si on s'ouvre le ventre, donc il est situé sous le nombril, au milieu du corps, chez un être humain, je veux dire, normalement constitué. Et ce centre de gravité, si tu t'ouvres le ventre, tu le trouves jamais, parce qu'il n'existe pas. Pourtant, il est là et il est essentiel. Et donc là aussi, on voit déjà apparaître le paradoxe de cette nécessité d'avoir localisé ce point, de sentir ce point, pour pouvoir produire un mouvement ou une posture avec son propre corps, et en même temps ce point n'existe pas. Et plus tu vas aller explorer ce point, d'abord par le sensoriel et puis par la conscience, plus tu vas t'enfoncer dans l'univers, plus tu vas aller dans l'impalpable. Et voilà, donc on pourrait dire c'est une ascèse, une voie mystique, mais sans rituel, juste propre, qui t'est propre, sans je veux dire, emballage religieux. Voilà, ça c'est un aspect intéressant de la posture. Puis comment j'exprime ce centre de gravité, donc ce centre de gravité qui m'est personnel, mais qui n'est pas personnel, puisqu'il n'existe pas en soi. Et c'est ça, tu vois, le paradoxe, c'est ça qui est très
très intéressant justement dans cette voie non duelle entre, on voit ce contraste et cette harmonie qui peut apparaître entre ce qui t'est propre et ce qui est en, en toi universel. Donc ce travail sur centre de gravité permet là vraiment d'entrer dans la vraie voie en fait. Ça nous entraîne dans un voyage jusqu'au bout de l'univers, c'est-à-dire infini. Et en fait, tu vas nulle part. Parce que tu vois, C'est ça, parce que c'est bien. c'était là au départ. Et tu restes dans ce paradoxe, mais au départ c'est un paradoxe. Et c'est ça qui est paradoxal justement, c'est qu'à la fin ce n'est plus un paradoxe. C'est intégré. Et donc c'est non duel. Et c'est magique. C'est l'aspect de l'homme qui est absolument... Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a plus de mots à ce niveau-là. C'est de la beauté, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la spontanéité, c'est de la naïveté aussi, mais dans le sens de l'enfant, pas de la naïveté mal placée, je dirais, mais la spontanéité, c'est la vie, et la biodynamique, c'est ça. C'est la dynamique de la vie. Donc c'est la dynamique de la vie, c'est on appelle le ki, le chi, le prana, le pneuma. C'est cette respiration cosmique qui respire à travers nous. Est-ce que je m'identifie, c'est ça le travail dans la posture, est-ce que je m'identifie à ma propre sensation? Au départ, oui. Après, elle reste nécessaire pour que nous puissions parler là face à face. Mais à un certain moment, elle n'est plus indispensable. Parce que si je reste identifié à ça, à cette respiration qui m'est propre, c'est l'ego. C'est l'ego. Je me coupe du monde, je me coupe de l'autre, je me coupe de moi-même. Et si je me laisse traverser par cet élan, par cette vie que je suis, et d'ailleurs c'est absurde de dire je veux gagner ma vie, puisqu'on est cette vie qui s'exprime à travers un véhicule, deux véhicules, on est 7 milliards là, et la posture permet ça. Mais il y a une difficulté supplémentaire, c'est que là on est juste assis dans la posture. Et donc, une fois qu'on se met en mouvement, ça devient intéressant parce que il y a des événements imprévus. Et donc, parfois on perd son assise et on s'identifie à l'événement. Je suis un petit peu déséquilibré, donc vite je vais avoir une peur qui va réapparaître. L'autre, mon partenaire me serre un peu trop fort, mais là j'ai ma colère qui commence à ressurgir. Ça permet de voir qu'en fait ce qu'on avait fait dans la posture, mais ça n'y est pas encore. Donc on utilise une autre facette, un autre outil, un peu comme la peinture. Tu irais peindre avec un pinceau et puis avec un couteau. Ça reste de la peinture, mais c'est un autre aspect qui te montre qu'en fait, tout compte fait, tu ne maîtrises pas si bien que ça la couleur. Et d'arriver à le faire et puis à pratiquer juste avec ce qu'on est, sans le jugement. Sans le jugement. Parce que tant qu'il y a le jugement, il y a cette rigueur, cette volonté propre. Et puis c'est tout simplement arriver dans le mouvement spontané, en fait. Où c'est, quand on est dans la relation martiale, c'est l'autre fait ma technique. Je me laisse guider par l'autre. Et ce qui est très confrontant pour l'autre. C'est un acte d'amour parce que mon partenaire, il accepte de jouer l'agresseur. Il accepte d'être celui qui s'identifie à la situation. C'est lui qui va prendre une seule option, celle de faire un geste agressif. Toi, tant que tu restes dans l'ouverture et l'assise, tout est possible. Tu es dans la matrice où tout est possible. Tu es juste présent. Et l'autre, il accepte de se fermer. Donc c'est un travail de sacrifice, entre guillemets, mais d'un acte d'amour vraiment qui te permet, toi, de te découvrir. Et puis ce sera à toi à faire la même chose. Il y a cette unité qui s'établit, cette spontanéité, et c'est l'autre qui est ta technique, qui fait ta technique. Il y a vraiment, quand tu viens dans cette vitesse relative zéro, tu t'habilles de la force de l'autre. L'autre ne te sent plus. Tu es en lui et lui est en toi. Et là, on commence à comprendre les textes des vieux maîtres quand ils te donnent les préceptes. Ça ne veut rien dire, tu vois avec ton oreille, tu entends avec ton œil, tu es l'autre, nous sommes un, ça ne veut rien dire quand tu dis ça. Mais quand tu le vis comme ça dans ton corps, étape par étape, ah oui, être un avec l'autre, là c'est du concret, parce que l'autre, quand il te donne un coup de poing en pleine poitrine, si t'es pas un avec lui, tu le sens, quoi, tu vois, t'es KO, quoi. Il n'y a pas moyen de tricher, tu dois être vigilant tout de suite. Un coup de sabre, c'est ou bien t'es un avec l'autre tout de suite, ou t'es mort. Voilà. Le problème est très vite réglé. Et donc, c'est vraiment un outil... le mouvement est un outil supplémentaire
qui vient montrer un autre aspect de la posture, en fait. Mais tout reste la posture. Cette posture qui est, comme je le disais tout à l'heure, le mouvement le plus total que tu puisses produire. Donc là, de nouveau, le paradoxe. La posture n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose où ton esprit est partout en même temps. Et donc là, on rencontre la voie de la non-dualité, des gens comme Maître Eckhart, c'est des gens comme ça, Plotin, qui te parlent de cette unité primordiale que nous sommes, voilà. Mais là, c'est du concret, quoi. C'est pas seulement que imaginer au niveau du mental, quoi. On n'en fait pas un mythe, ou un but à atteindre. Tant qu'il y a le but à atteindre, mais en fait, le but, il avance avec toi. Tu vois, le but, il avance avec toi. Et à partir du moment où tu es dans l'assise vraie, donc dans ce mouvement total vrai, tu es le but. Et dans les arts martiaux sinon, on parle du Tao, qui est la voie, à la fois la voie, mais qui est le Tao, qui est le mystère de l'univers. Et c'est très intéressant de voir que le chemin que tu parcours porte le nom, le Tao, de l'objectif à atteindre. Et en fait, l'objectif, il est là, ici et maintenant. Mais on n'en a pas conscience. Il faut se réveiller à cet objectif. Et c'est ça tout l'intérêt, voilà, du travail, de la posture, du mouvement, du travail avec partenaires, voilà, de rencontrer ses frustrations, ses peurs, des souvenirs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont imprégnées dans les muscles. Ce qui me fait dire que l'inconscient, c'est le corps. L'inconscient personnel, en tout cas, pas l'inconscient collectif, mais l'inconscient personnel, c'est le corps. C'est une bande magnétique qui enregistre tous les traumas et qui ressurgissent. Parfois, on voit des grands gaillards de 2 mètres qui sont des tueurs, qui se mettent à pleurer comme des garçons, des gamins, parce que tu les as juste touchés, effleurés d'une façon, et ça réveille un souvenir, un peu comme une odeur. Et voilà, donc notre corps, là, de nouveau, un paradoxe. Il peut être soit un obstacle, soit mais le but à atteindre, c'est notre chemin, notre outil pour parcourir le chemin, mais il est là, le but, il est là, il est dans notre corps. C'est notre centre de gravité. Ce point essentiel au physique qui n'existe pas. Je trouve ça, mais c'est absolument... voilà, ça me rappelle d'ailleurs une phrase que j'avais lue dans les textes, les vieux poèmes islandais. Il y avait une phrase qui m'a percuté, vraiment, qui m'a imprégné au fer rouge, vraiment, définitivement, et qui résume, je pense, tous les enseignements, tous, qu'on peut rencontrer autour de la Terre. C'est Odin qui est pendu à l'arbre battu des vents, donc il subit une initiation chamanique, et il dit « Moi-même, à moi-même donné ». Il s'est donné à lui-même, il s'est auto-sacrifié, il s'est retourné sur lui-même. Donc d'une vision vers l'extérieur, il est allé voir, il a retourné son regard vers l'intérieur. Ce qui me faisait parler tout à l'heure de Douglas Harding, avec sa vision sans tête, c'est vraiment ça. Et donc c'est pas qu'il a regardé vers l'intérieur, comme il regarderait vers l'extérieur, il s'est regardé lui-même. Il est mort à lui-même pour pouvoir se voir lui-même. Et le travail de la posture, c'est ça. Le travail du mouvement aussi, qui vient accentuer ça, c'est vraiment ça. C'est l'observation de soi, mais de soi avec un grand S. C'est pas l'observation de ma main ou de mon émotion, non, de soi en tant que source du phénomène, en tant qu'espace qui reçoit ce phénomène. Donc là, on est en plein dans la non-dualité, quoi, vraiment, mais vécu là, ici, maintenant, en buvant une tasse de thé. Voilà. Merci Pierre. Et il y a aussi chez toi l'art de la soustraction. Est-ce que tu veux en parler? Voilà, donc, la soustraction, je l'ai un peu abordé, mais c'est notamment, voilà, tu cherches le point du centre, le centre de ton corps, et tu ne le trouves pas. Ça, c'est une sacrée soustraction quand même. Et donc, quand tu observes les vieux maîtres, parfois, ils sont quasiment plus capables de marcher. On doit les porter pour venir sur le tatami, ou tu vois, il y en a même qui pratiquent assis. Tu vois, donc, ils sont même plus capables de tenir debout, et tu n'arrives jamais à les toucher. Ils sont plus rapides que toi, plus forts que toi. Tu dis, mais comment ils font? C'est pas possible, parce que au niveau musculaire, au niveau des os, etc., tu les attrapes, tu les broies, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. J'ai cherché des années, et j'avais vu le maître, donc le maître Atsumi au Japon, qui pratiquait comme ça. Et je m'étais bien rendu compte qu'il pratiquait son mouvement autrement que nous. Parce que là, j'avais 23 ans, je sortais des salles de musculation, etc. Donc j'étais hyper performant au niveau musculaire.
Mais j'étais en pleine force, donc je ne pouvais pas le reproduire dans mon corps. Mais du coin de l'œil, j'avais vu ça, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait quelque chose. Je pense que c'était inspirant pour le reste de la recherche. Et puis, c'est en voyant tout début des cassettes vidéo, des vieux maîtres, et puis de YouTube, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les vieux maîtres en fait, ne fonctionnent pas par addition de force. Nous, quand nous marchons, quand nous sommes jeunes, des jeunes reproducteurs, mâles, forts, beaux, quand on marche, par exemple, on pousse sur le pied arrière, qui nous permet de nous propulser, de nous pousser vers l'avant. Les vieux maîtres, eux, ne poussent pas sur le pied arrière, mais s'effacent dans la hanche avant. Donc, par exemple, pour être plus simple, si tu veux lever la main, nous, quand on est jeune, on lève la main, point. Eux, non, ils descendent le coude, ils relâchent le corps. Et ils font ça partout dans le corps, même pour s'installer dans la posture. Et donc, en soustraction, bien, à 95 ans, tu es toujours aussi performant, puisque tu n'additionnes rien. Donc, tu n'as pas besoin de muscles, tu as juste besoin de savoir te relâcher. De sentir les choses et de pouvoir te relâcher. Et de juste d'avoir un bon verrouillage de ta posture. Mais le bon verrouillage de la posture, c'est le muscle profond, c'est un muscle qui reste performant jusqu'à la fin de notre passage sur Terre. Donc, c'est pas trop un problème, quoi. Mais ça a été une révolution dans ma pratique. C'était une révolution, même dans la façon d'accepter d'être saisi. Au lieu de réagir en opposition, c'est d'aller avec lui. Donc là, on est de nouveau dans la vitesse relative zéro. Et c'est une forme de soustraction. Mais il faut arriver à le produire partout dans le corps. Donc par exemple, pour ouvrir la nuque, au lieu de d'étirer la nuque, non, je viens laisser tomber le menton dans un alignement qui est juste. Et donc là, la nuque s'étire, mais dans un respect anatomique. Il n'y a pas de stress, je n'ajoute pas de stress à mon corps. Mais ça demande d'avoir lâché dans la tête. Ça demande de la maturité. Ça demande d'avoir pris des baffes. C'est génial ce que tu dis. Voilà. Et donc là, on n'est plus dans la pratique sportive. Parce que là, voilà, on est juste dans la vie de tous les jours. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir éveillé l'écoute de soi pour être dans le bon mouvement, pour avoir un respect anatomique, physiologique. Mais voilà, ça c'est la grande découverte que j'ai faite chez les vieux maîtres. Parce que toi, tu as fait un combat contre un vieux maître, justement, tu as essayé quand tu disais, mais tu n'arrives pas à les attraper. Tu as eu cette expérience de te dire, moi, jeune de 23 ans, là, oh bon, avec tous mes muscles, toi, petit vieux de 80, je vais t'attraper, je vais te broyer. Oui, et j'en ai encore des séquelles. J'ai des séquelles, ça m'a laissé des séquelles physiques parce que je me suis fait mal tout seul. Au niveau des poignets, au niveau du dos, ça a laissé des traces, des dents cassées, enfin ce genre de choses, quoi. Parce que quand tu te jettes sur le poing d'un maître, lui il met son poing, mais c'est toi qui te jettes dessus, quoi. Voilà. Et puis j'ai pu aussi me tester, et là c'est très très intéressant, avec un ami qui a fait partie des forces spéciales, qui a vécu vraiment le vrai combat. D'ailleurs, il a tué, il a voilà, en opération, etc. Donc lui, il sait ce que c'est, il sait le trauma que ça peut faire. Et on a combattu à deux. Et c'était très intéressant, justement, de voir, ça date déjà d'il y a plus d'une dizaine d'années de ça. Eh bien, 50-50. Là, j'ai pu me tester en vrai, parce que là, c'est même gentiment, si tu te mets une gifle qui est gentille, tu sens derrière que le bonhomme, il a du vécu. Et c'était très intéressant pour moi de sentir ce danger et d'arriver à ne pas m'identifier à ce danger. Parce que lui, quand il donne un coup de poing, gentiment, c'est vrai. Il veut te tuer, quoi. Enfin, en tout cas, dans l'entraînement, là. Donc, c'était très intéressant, justement, là, d'être mis dans ce laboratoire et d'être obligé d'être vigilant ici et maintenant. Est-ce que je me raconte des bobards? Qu'est-ce que ça va donner, la soustraction? Et une fois je le touchais, une fois il me touchait, donc c'était très intéressant. Il avait près de 60 ans déjà à l'époque. Et donc lui, là, il avait ce relâchement, il n'avait pas appris la soustraction, mais par son âge, il avait un relâchement déjà qui s'installait. Et ça aussi, c'est un obstacle en fait, l'âge, le jeune âge, parce que parfois on comprend les choses, on comprend la soustraction, on comprend le relâchement. Mais on n'a pas assez pris sur la tête, des coups sur la tête. Et donc on a encore une fierté de jeunesse qui est là encore un peu, on veut en rajouter un petit peu.
Et Tu dis de jeune mâle qui veut Voilà. pavoiser, qui veut montrer ses muscles, et qui dit c'est moi le plus fort, quoi. voilà. Et donc ça demande beaucoup de maturité ou de souffrance en fait, mais pas dans l'art martial, de souffrance de vie qui nous a bien tanné, hein, comme dit cuir, là, bien préparé à aller vers ce relâchement. Parce que ce relâchement, comment on pourrait le découvrir, c'est voilà, le chevalier qui a fait le tour du monde pour découvrir le Graal et rentre chez lui déçu parce qu'il l'a pas trouvé. Il est épuisé, il n'en peut plus, il n'a plus rien. Il va mourir d'épuisement. Et là, il tombe à genoux. Et là, il se met à écouter les oiseaux, à regarder la lune, à regarder ce qui est autour de lui. Et là, il découvre l'essentiel. C'est là le Graal. Il est là le Graal. L'amour des choses, l'amour de soi, l'amour quoi. Et je pense que cette soustraction, elle demande cette capacité à entrer dans cet amour, à lâcher. Lâcher, je suis quelqu'un. Le je suis, c'est suffisant. Et ça va très loin, parce que ça va de la façon dont on appuie les pieds au sol, dont on fléchit les genoux, dont la façon dont je réfléchis. Peut-être que m'obstiner sur quelque chose n'est pas forcément... parfois c'est nécessaire, mais parfois pas. Parfois il faut aller dormir, aller faire une sieste. Et voilà, ça va venir tout seul. Parfois, voilà, d'accepter c'est d'accepter les événements ou parfois d'aller dans le sens des événements aussi. C'est pas seulement que d'être là, oui, oui, bon, j'accepte. Mais non, parfois il faut monter dans le bateau et aller dans le sens du courant, quoi. Cette soustraction, en fait, permet la pleine écoute. Permet vraiment d'être vraiment dans la perception fine. Parce qu'au début, nous, on a une volonté propre, donc il y a un parasitage constant, je n'écoute pas l'autre. Voilà. Sage. L'heure L'heure des des sages. sages.